Bonsoir et bienvenue dans Sport 10, votre magazine sportif qui traite donc de l'actualité sportive du département. Et ce soir au sommaire, un magazine qui sera très très riche puisqu'on a beaucoup de choses donc à vous évoquer. On parlera notamment du Vendée Globe, cette course en solitaire à la voile autour du monde, sans escale et sans assistance, qui bien sûr va bientôt toucher à son terme. Retour également sur la deuxième journée de championnat de basket avec bien sûr l'affiche de la semaine dernière entre le Bandelo et l'Étoile de l'Ouest. Et dans le secteur bien sûr défis sportifs, nous parlerons bien sûr de celui de Mehdi Voitier qui sera donc notre invité ce soir sur le plateau. Mehdi, bonsoir. Bonsoir Céline, bonsoir tout le monde. Bien sûr, donc avant de retrouver notre invité, on va tout de suite commencer avec le Vendée Globe. Parti donc depuis le 8 novembre des Sables d'Olonne, le Vendée Globe, bien sûr, va connaître son épilogue d'ici quelques jours. Nous faisons un point ce soir avec notre spécialiste donc, de la voile, Vincent Dorissi. Bonsoir. Bonsoir à tous et merci de cette invitation pour parler de cette belle course. Effectivement, belle course, donc comme on le disait, donc qui va bientôt toucher à son terme. Donc encore plus que quelques jours avant, bien sûr, d'avoir cette arrivée au niveau des Sables d'Olonne. Donc, Vincent, un petit bilan, un petit retour sur cette compétition, comme on le disait tout à l'heure, qui a débuté depuis le 8 novembre. Ouais, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est une course incroyable de 3 mois. Donc on a un tour du monde en solitaire et sans assistance parce que c'est un défi technologique certes, mais c'est d'abord un défi humain puisque sur ce Vendée Globe, on a pu voir que ce sont les hommes qui font la différence malgré les machines. On va en parler un petit peu en détail tout à l'heure. Et 3 mois en mer seul, sans aucune assistance, avec les mers du Sud à affronter, à passer le Cap Horn. Le Cap Horn, c'est des dépressions et des tempêtes permanentes. C'est du 120 km/h en mer, c'est des creux de 6 mètres à 7 mètres. Donc c'est quelque chose de tout simplement incroyable. Et de voir que tous les bateaux arrivent presque quasiment en même temps, c'est exceptionnel. Justement, donc la course a été belle, la course effectivement aussi est serrée jusqu'à présent, donc c'est vrai. Et puis on a nous notre participant, un peu notre chouchou, bien sûr qu'on suit, et donc il fait une très très belle course puisqu'il est en 5e position. Donc aussi un petit mot donc sur lui. Alors Damien Seguin, notre champion olympique, dont on parle pas souvent en Guadeloupe, qui a été élevé en Guadeloupe, qui a appris à faire de la voile en Guadeloupe, comme quoi on est une terre de champions aussi sur l'espace maritime, et qui fait une course incroyable. Il a mené à un moment donné quasiment ce Vendée Globe. Il a flirté avec la première place avec un bateau très ancien parce que c'est un défi technologique ce Vendée Globe puisqu'on a des bateaux qui sont ultra modernes. On pense notamment à Hugo Boss d'Alec Thompson qu'on a pu voir à la Route du Rhum avec encore un nouveau bateau avec des foils, et Damien n'a pas de foil, donc il a un bateau comme on dit Ignon Vieux Canari, et il y avait Vieux Canari là ça il a occupé des cartes puisqu'il est champion olympique. Il faut rappeler que Damien a une main en moins, et il a des adaptations sur son bateau, mais il est champion paralympique. J'ai plus envie de dire champion paralympique, il est champion olympique, et il est en train de démontrer, on le savait déjà, puisque à la Route du Rhum il avait très très bien marché, que là il est vraiment dans la cour des grands, en train de flirter avec le podium, puisque les 5 bateaux dont on parle, les 5 premiers quasiment sont à 100 000 d'écart, et sur ces bateaux de 18 mètres, 100 000, c'est rien du tout. Tout peut se jouer encore à quelques encablures de l'arrivée. Justement, donc on va voir la carte justement qui va nous montrer la situation des bateaux à quelques jours donc de cette arrivée. Justement, on parlait d'ici 5 jours. Est-ce que pour vous, vous pensez que voilà, ça va se faire en 5 jours, un peu plus ou peut-être un peu moins vu l'évolution de la course? On va voir, puisque là, ils sont en train depuis cette remontée de l'Atlantique, maintenant ils sont dans l'Atlantique Nord. C'est une bataille pour passer entre les anticyclones. Vous savez, l'Atlantique est balayé d'anticyclones, ces zones où il n'y a pas du tout de vent. Et donc, ils se retrouvent au milieu de l'anticyclone des Açores qui est coupé en deux. Donc sur la carto, je ne sais pas si on peut la voir. Elle est à l'antenne. Elle est à l'antenne, très bien. Donc cette carto que j'ai en mémoire, l'anticyclone est coupé en deux. Et là où on voit cette zone de vent, j'espère qu'en régie ils ont mis ces couloirs d'air qui passent. Toute la stratégie des skippers, c'est d'aller chercher ce couloir d'air pour pouvoir arriver aux Sables d'Olonne. Donc là, ils sont entre les Canaries et les Açores, en plein milieu de l'Atlantique. Et toute la stratégie,
c'est de calculer en permanence sa route pour être tout le temps dans une zone de vent et éviter les zones de dévent, cet anticyclone qui est coupé en deux au milieu de l'Atlantique. Et il faut savoir qu'à la différence de la route du Rhum, où certaines catégories de bateaux peuvent bénéficier d'un routage, et là, vous êtes seul à bord et vous faites vous-même votre routage. Il est hors de question que quelqu'un à terre vous dise voilà, passe par-ci, passe par-là. C'est pour ça que cette dimension humaine de la course où on doit bricoler, on doit faire tout par soi-même est exceptionnelle, notamment le routage. Et quelque chose d'exceptionnel, Charlie Dalin est en tête, comme on le voit sur la carto. Alors c'est ce petit bateau jaune qui est juste en tête. Mais à côté de lui, il y en a un autre, c'est Louis Burton. Louis Burton qui revient de très 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 loin. Il a failli abandonner. Il a réparé sa grand voile. Il était dans le Pacifique Sud, sous le vent des îles Macquarie. Il s'est quasiment arrêté sous les îles pour vraiment se protéger du vent, puisque le Pacifique Sud, c'est quand même très compliqué. Et pendant cette protection sur la côte sous le vent, comme en côte sous le vent à Basse-Terre, imaginons cette image de côte sous le vent au Pacifique Sud, il a une petite île qu'il a trouvée dans le Pacifique Sud. Il s'est arrêté une dizaine d'heures pour réparer sa grand voile. Il était sur le point d'abandonner, donc il était complètement à l'arrière. Et il a traversé, il a remonté toute la flotte pour arriver là, quasiment à la première position, pour bagarrer pour cette première place avec Charlie Dalin. Voilà. Alors, des histoires, il y en a un paquet, surtout celle de Jean Le Cam. Jean Le Cam, près de 63 ans, qui a sauvé Kevin Escoffier en plein Pacifique. Kevin Escoffier, enfin à l'approche du Pacifique, du moins, ou même presque dans l'océan Indien. Kevin Escoffier, son bateau s'est ouvert en deux, en l'espace de 2 minutes. Et il s'est retrouvé dans son radeau de survie avec une combinaison de survie en plein Atlantique, très très loin des côtes. Et c'est Jean Le Cam qui s'est détourné, qui est allé le sauver. Et donc vraiment, sur ce Vendée Globe, quand on parle de dimension humaine, elle est là encore présente. On a parlé de Damien Seguin, mais quand on voit l'exploit de Jean Le Cam qui est allé sauver Kevin Escoffier, alors qu'il était en tête de la course, avec là aussi un vieux canari, puisque c'est un bateau d'ancienne génération. Vraiment voilà, beaucoup de messages dans ce Vendée Globe. On prendra le temps certainement d'en parler davantage. Et dernier petit Guadeloupéen dont on ne parle pas et qui a été élevé en Guadeloupe, c'est l'un des derniers, c'est Clément Giraud, qui est quasiment à la dernière position, mais c'est son premier Vendée Globe et qui a été élevé en Guadeloupe et qui a pris la voile en Guadeloupe également, qui est par contre un équipier professionnel et qui est dans le Vendée Globe également. On se rend compte qu'il y a beaucoup de potentiel dans la voile en Guadeloupe. C'est vrai que on n'en parle peut-être pas suffisamment, mais ça marche bien et il y a beaucoup du coup de skippers qui réussissent finalement à avoir un parcours, Maintenant, il faut que très intéressant. Tout le monde en prenne conscience, Rodolphe Seffo est en train de ronger son frein pour pouvoir faire ce Vendée Globe. On sait qu'il a déjà fait 2 routes du Rhum. On a des Carl Chipotel. Enfin, on a un vivier de navigateurs. On le voit avec le travail de fond que font les clubs de voile, que ce soit le Voile 44, CSBF, la NASA, Sainte-Anne ou encore à Rivière-Sens. On a des clubs en Guadeloupe qui font un travail de fond, comme tout le tissu associatif sur d'autres secteurs, mais aussi sur le monde maritime, et germent de ces clubs de voile des gamins qui partent peut-être au national ou à l'international et qui peuvent briller, comme c'est le cas de Damien Seguin, de Clément Giraud. Mais il faut que nous on en prenne conscience, il faut qu'on ouvre encore beaucoup plus, que les écoles soient beaucoup plus sur des classes de mer, pour que les Guadeloupéens prennent possession de leur outil. Et donc le Vendée Globe, j'invite vraiment tous les téléspectateurs d'aller sur le site. Il y a des vidéos extraordinaires, il y a des histoires, il y a des femmes aussi, Séverine. Oui. C'est un Vendée Globe avec 6 femmes. La première femme, c'est Clarisse Kramer, qui est sur le Banque Populaire et qui est derrière, il y a une colonne vertébrale. Voilà, c'est Bougla, si tu me permets l'expression. Elle est autour de la 10e place et elle marche d'enfer. C'est son premier Vendée Globe. Il y a Samantha Davis qui a dû abandonner. Et là aussi, petit message, beaucoup de valeur va y véhiculer par cette voile maritime, ces supports voiles. Samantha Davis, il faut aller cliquer sur son site Initiative Cœur. Quand on clique sur le site, c'est 1 euro qui est reversé pour le mécénat cardiaque. D'accord. Et qui permet de sauver des enfants dans le monde. Donc c'est que dalle, un clic. En fait, grâce à un clic, c'est 1 euro qui est reversé. Et comme ça, à la fin de la course, Samantha aura récolté des milliers et des milliers d'euros pour faire du sauvetage cardiaque pour les enfants. Donc vraiment très très important. Voilà, beaucoup de messages. On pourra en parler toute la soirée. Voilà. Beaucoup de choses justement donc autour de ce Vendée Globe. Ça reste effectivement un grand événement, un grand défi pour un skipper. C'est vrai que pouvoir finir justement un Vendée Globe, parce que comme on l'a présenté, comme on l'a décrit, c'est vraiment une course où tout se fait par soi-même. Donc c'est vraiment aussi une vraie valeur ajoutée de pouvoir terminer cette course.
Ah oui, c'est quelque chose de dingue de traverser tous les océans avec un point Nemo qu'il faut traverser. Le point Nemo, c'est le point au monde le plus éloigné de toutes les terres. C'est-à-dire que si vous arrive quelque chose là, ça va être très compliqué. Un hélicoptère ou un avion va prendre une quinzaine de jours pour venir vous chercher. Donc c'est vraiment quelque chose et d'ailleurs quasiment tous les skippers au départ étaient larmoyants parce que bon, ils avaient l'émotion et tout, mais même Damien Seguin l'a dit franchement les premières heures du départ, il a dit bon mais qu'est-ce que je fais là tout seul sur un bateau. Il y a plein de vidéos parce que maintenant les bateaux sont très bien équipés pour pouvoir diffuser des vidéos de bord. On a l'impression d'y être. Ben, le nombre de fois où les skippers ont pleuré où on dit bon finalement je regrette ce que je suis en train de faire, mais c'est justement c'est le challenge de la vie quelque part de surmonter tout ça, et donc voilà, c'est quelque chose de phénoménal. Ça, c'est tous les 4 ans. Alors l'arrivée, juste pour donner une info, à cause de la crise sanitaire, se fera à huis clos. Donc ça, c'est une grosse déception des organisateurs, malgré le protocole sanitaire qui a été mis en place au Sable d'Olonne. Ça se fera à huis clos, donc les télévisions bien sûr vont jouer leur rôle pour retransmettre ça, mais voilà, ce sera quand même une belle épreuve, une belle arrivée, même s'il n'y aura pas le public pour acclamer le skipper. C'est vrai que c'est pas tout à fait la même chose. Un petit mot du coup, Vincent, sur Kenny Piprol, qui lui aussi poursuit son avancée et sur son projet pour la route du Rhum, mais lui aussi a évoqué l'éventualité, pourquoi pas, dans un futur, de pouvoir justement participer à ce Vendée Globe. Tout à fait, il est carrément dans un chantier naval, il est dans une écurie carrément, donc il est vraiment dans le sujet, il est professionnalisé dans le sujet maintenant, et donc bien sûr il a en ligne de mire son projet Route du Rhum, pourquoi pas d'aller plus loin, et on sent depuis sa mini transat que bon voilà, c'est quelqu'un qui est complètement investi, ça donne du baume au cœur qu'on voit un Guadeloupéen comme ça qui réussit déjà au national et certainement à l'international. Donc moi je pense que vraiment là aussi, s'il y a un message à faire passer à tout le monde, pas seulement aux acteurs publics, on a tendance à tout le temps mettre en exergue les acteurs publics, mais les acteurs privés peuvent aussi s'investir sur des gars comme ça qui véhiculent des images très très fortes de la Guadeloupe au-delà de nos eaux, puisqu'on a besoin de cette valorisation au-delà de nos eaux. Voilà. Ça, c'était donc notre page Vendée Globe. On va maintenant se rapprocher un petit peu de nos eaux, même si on y était avec nos participants d'origine guadeloupéenne. Ce week-end, justement, débute la voile traditionnelle. Voilà. On sait aussi que ça, c'est votre dada, Vincent. Tout ça ici, de l'eau, c'est dada. Donc, justement, ce week-end, donc lancement avec le challenge à piller, donc 2021, première étape, donc ce dimanche à Petit-Bourg. Donc, on sait aussi qu'il y a eu beaucoup d'attentes pour la reprise pour la voile traditionnelle, donc ça va enfin être possible. Donc à ce niveau-là, du coup, comment du coup se porte la voile, comment du coup dans le milieu de la voile, les skippers se sentent. Alors tout le monde ronge son frein, aussi bien la voile moderne que la voile traditionnelle. Et donc cette voile traditionnelle, la classe et l'autorité organisatrice de cette compétition à Petit-Bourg qui va avoir lieu dimanche, Cataraïbe, a pris beaucoup de précautions avec un protocole sanitaire très très strict qui a été validé par les services de l'État, et c'est suite à cette validation que cette course peut se tenir. Donc tout de suite, Séverine, un message à passer aux gens qui nous regardent pour dimanche sur le littoral de Petit-Bourg, parce que ça va se faire quasiment sur la nouvelle zone technique du port de Petit-Bourg. Les gens qui seront sur le littoral, voilà, on demande absolument, enfin je me fais l'écho des organisateurs de respecter les distanciations, de vraiment pas être les uns sur les autres. D'ailleurs, l'accès sera pas permis au public, ce seront que les skippers et les patrons, on va dire, et les équipiers qui pourront aller sur la zone de départ et d'embarquement. Voilà, donc ce sera un protocole très très strict. Et donc, bien évidemment, c'est une chance de pouvoir enfin repartir sur l'eau, parce que ça fait des mois et des mois, pour pas dire quasiment un an, que rien ne s'est passé. Les gars se sont entraînés comme ils ont pu. Et donc, résultat des courses, on a enfin une première régate avec un calendrier qui a été mis en place par la classe, avec le challenge baudet à pied. En fait, c'est la première manche du challenge baudet à pied qui va s'étaler sur tout au long du semestre, et qui sera ponctué par un week-end au mois de mai de mémoire sur le championnat de Guadeloupe de voile traditionnelle. Et ensuite, si tout va bien sûr avec des incertitudes concernant cette crise, si tout va bien, un traditour au mois de juillet qui va pouvoir se dérouler. Donc voilà, c'est une première en 2021 de reprise de compétition, donc très très attendue. Les conditions étaient vraiment mises, et la classe a vraiment fait bien les choses
pour s'assurer que tout sera fait en termes de sécurité pour qu'il n'y ait pas de soucis sur l'eau, il n'y ait pas de soucis. Voilà. Même les inscriptions ont été faites par voie dématérialisée. Avant, quand on inscrivait son canot, on arrivait le matin. Même si on avait fait une préinscription, on remplissait sa feuille d'émargement. Là, tout a été dématérialisé. Donc vraiment, une grosse organisation en amont pour pouvoir réaliser cette compétition au sein de la ville de Petit-Bourg, dimanche aux alentours de 10h. Très bien. Je pense que là, on a fait le tour. Vincent. Voilà. Alors, il a attendu, juste ce que m'a dit Hugo Tellier de Cataraïbe, attendu une quinzaine de canots qui seront présents dans ce super plan d'eau. Là aussi, si vous on parle de plan d'eau, mais le plan d'eau de Petit-Bourg, c'est quelque chose. Surtout pour faire de l'activité nautique. Il y a de l'aviron à Petit-Bourg. Beaucoup de gens ne le savent pas, mais voilà. Et il y a vraiment une volonté sur le territoire de Petit-Bourg de développer cet espace maritime avec cette base nautique, la zone technique de Petit-Bourg et l'accueil donc de cette manifestation de voile traditionnelle. Avec justement toutes ces activités qui se développent au niveau de l'eau, c'est vrai qu'on prend un peu plus conscience maintenant de tout ce potentiel qu'on peut avoir justement avec ce milieu maritime qui nous entoure. On se rend bien compte de tout ce que ça peut nous apporter. Alors, la prise de conscience est là. Maintenant, soyons francs, on n'a pas à passer la seconde. On est franchement, excuse-moi de mettre les pieds dans le plat ou les pieds dans la bassine, puisqu'on parle d'eau, mais on est, je pense, à 10 ou 20% de ce qu'on peut faire, tant sur le champ ludique et surtout sur le champ économique. Et les Guadeloupéens n'ont pas encore pris conscience que c'est une mine d'or, c'est un trésor bleu et qu'il faut absolument que le Guadeloupéen prenne possession de son trésor. Quand on a une mine, on utilise sa mine, on ne la laisse pas comme ça dans la nature, tout en la respectant, bien évidemment, mais ça c'est clair. Et c'est ce genre d'initiative, et c'est un peu le message que portent tous les clubs de voile, la classe notamment, le travail que fait un Carl Chipotel à Sainte-Anne, c'est justement de dire, Guadeloupéen, mibita azote, mettre en route dans l'air, pas dormi, et c'est azote quoi. Voilà. Alors, sur le côté maritime motorisé, on est en train d'avoir une bascule. Il y a beaucoup de Guadeloupéens maintenant qui ont leur bateau à moteur, de plus en plus, même si ça coûte, mais il y a des petites unités qui sont là, et on voit que sur l'aspect motonautisme, comme on dit, qu'il y a un vrai développement. Il y a des chantiers qui fonctionnent très bien, qui demandent encore à justement accueillir de nouveaux jeunes sur ce métier-là, parce qu'il y a un métier énorme. Enfin, la diversité de métiers sur le nautisme, c'est hallucinant. Sur le bateau à moteur, il faut réparer le moteur, c'est de la mécanique marine spécialisée, il y a de la sellerie, il y a de la construction, il y a de l'entretien, il y a vraiment une multitude de métiers, et c'est justement à travers ce genre d'opération qu'on doit faire prendre conscience à nos jeunes et à la population guadeloupéenne qu'il faut que vraiment elle prenne en main son territoire bleu. Merci en tout cas Vincent pour toutes ces belles précisions. Comme d'habitude, Vincent on ne l'arrête jamais sur la voile. Mais en tout cas, on sent le discours passionné. C'est ce qui fait justement qu'on vous accueille toujours avec autant de plaisir. Donc on vous retrouvera sûrement très très bientôt, bien sûr, donc avec le début de la voile traditionnelle et puis un retour encore plus conséquent sur le Vendée Globe avec les vidéos et tout. On fera peut-être une spéciale justement pour revenir là-dessus. Et donc voilà, merci en tout cas Vincent. Et puis à très très vite pour un prochain événement de la voile. On passe au basket maintenant. Donc la deuxième journée de championnat offrait une belle affiche entre l'Étoile de l'Ouest et donc le Bornélo. Une rencontre qui annonçait les retrouvailles de Rodrigue Mels avec son ancienne équipe du Bornélo. Et donc retour sur cette rencontre avec ce reportage de Vianney Valverde et de Yann Fédol. Avec Gauthier. Ballon volé par Winston. À 3 points, Mels. C'est dedans. Mels qui n'a pas hésité. L'analyse du match, c'est qu'on est tombé contre meilleur que nous. Le DO est clairement une équipe qui va terminer dans les 4 premiers. Et nous, on va s'accrocher pour terminer dans les 8 premiers. Donc, c'est pas une défaite qui m'inquiète. Je ne vais pas parler de défaite logique. On s'est battu, mais on n'avait clairement pas les arguments ce soir pour rivaliser. Je pense qu'on manque un peu de rotation. Il y a pas mal de jeunes qui manquent d'expérience aussi dans l'équipe. On a aussi manqué d'agressivité, d'envie, je pense, dans le jeu. Cette année, je pense qu'on a deux points faibles. C'est la main et c'est l'intérieur. Donc on est obligé de composer. Oui, mais ça manque de rotation, ça manque de joueurs qui puissent tourner, de joueurs qui puissent apporter aussi d'autres choses que moi. Et donc il va falloir qu'on joue plus intelligemment,
qu'on exécute un peu mieux. Après, les manques, on va les combler, la main ou autre, on va les combler, mais c'est sûr que la main et l'intérieur, ça nous fait un peu défaut. On a pas mal de joueurs extérieurs et des fois, c'est difficile. Ça devient facile quand on a des joueurs de talent, il faut se le dire. Maintenant, pouvoir leur donner suffisamment de temps de jeu pour qu'ils puissent évoluer, ça c'est autre chose. Donc c'est être présent, être dans la bonne dynamique, d'être dans le bon truc pour qu'on puisse avancer. Maintenant, effectivement, nous ne sommes pas encore au complet, il nous manque du monde. Donc voilà, donc là maintenant il faut que les absents regagnent l'effectif pour qu'on puisse se lancer réellement dans la saison. Bah écoute, c'est pas la première fois que je change d'équipe. J'ai été basketteur professionnel pendant un certain nombre d'années, donc je suis habitué à ça. Tout de suite, on a vu qu'avec Cyril et Kyle, il y a déjà une sorte d'entente technique dans le jeu, c'est normal? C'est normal puisque ce sont des joueurs qui ont eu une carrière professionnelle aussi, donc on s'adapte très rapidement et on connaît le jeu. Ça appuie sur Cyril, ressortir, bien ça sur Hilaire à 3 points, belle passe de Damien Cyril. Une large victoire donc pour le Bonello, 79-42. C'était donc la deuxième victoire d'affilée pour les hommes de Cédric Thibé. Un point sur le classement à l'issue donc de 2 journées. En tête, l'Étoile de l'Ouest avec 4 points. L'AOG a également 4 points. Le BMBC occupe la 3e place avec 3 points. L'USR est à la 4e place avec 3 points également. Le GISC 5e avec 3 points. Suit le Signe Noir avec 3 points également. Le New Star 3 points également. La MJC 2 points mais compte un match en moins. La S-Vatable a également 2 points avec un match en moins. Le Phoenix 95 a 2 points. Les Flyers 1 point, un match en moins. Et le Bonello, dernier de ce classement avec 1 point et un match en moins également. 3e journée, donc samedi 23 janvier, 20h, les Flyers seront opposés au Phoenix 95 à Petit-Bourg. Le DO sera opposé à l'AS Vatable à Pointe-Noire. Le Bonello sera opposé à l'AOG. La rencontre aura lieu à Paul-Chonchon. 20h, Signe Noir face à l'USR à Baïf. MBC sera opposé au BMBC, la rencontre aura lieu au Moule. Et pour clôturer donc cette 3e journée, le dimanche 24 à 18h, il y aura la rencontre JISC-MJCA au Moule également. On continue toujours dans le basket, mais cette fois on passe aux filles. En milieu de semaine, il y a eu 2 rencontres. Le GGB se déplaçait à Goyave pour affronter la BBG en match reclassé de la première journée. Victoire donc des filles de Goyave, 52-48. La deuxième rencontre opposait la MJC aux filles du Pôle Espoir en match avancé de la 3e journée cette fois. L'occasion pour nous de faire un bilan avec l'encadrement sur la participation de ces jeunes filles dans le championnat senior. Un reportage de Vianney Valverde. Cette année, effectivement, on a l'opportunité et la chance de jouer avec les seniors filles. C'était compliqué au début, c'était compliqué parce qu'on a des filles qui ont 14-15 ans, mais nous travaillons chaque jour pour pouvoir avancer. Et de match en match, on est meilleur. Même si les scores sont lourds, mais le groupe progresse. Et notre objectif, c'est d'arriver à jouer, à prendre de l'expérience par rapport à celles qui sont en face. Depuis 3 matchs, on est sur pouvoir défendre sur son vis-à-vis, donc responsabiliser les gens. On est aussi sur du rythme, donc sur de la course, jouer vite. Donc il y a du mieux par rapport à cela. Il faut dire qu'on rencontre ce soir une équipe de la MJCA qui défensivement nous a proposé des choses très intéressantes. Donc on était un peu dans le dur. Mais après, les filles se sont quand même bien comportées parce qu'on cherche toujours à trouver la solution par rapport à ce qui nous est proposé. C'est que du positif parce que nous, on n'a pas de prétention sur ce championnat-là. On veut juste progresser tous les jours et Dieu seul sait, on a des équipes qui nous permettent de le faire, c'est bien. Après, notre objectif reste le Guimarães. C'est pour ça qu'on se prépare. Le Guimarães, et après, il y a pour les filles individuellement, il y a celles qui seront certainement prises pour le titre national.
Une victoire donc 55-17 pour les filles de la MJCA, mais comme vous l'avez bien compris, comme l'a si bien dit Marius Boisdian, l'essentiel pour le pôle espoir est de faire progresser ces filles donc en phase d'apprentissage dans ce championnat. Donc suite et fin de cette troisième journée ce week-end, vendredi donc ce soir à 19h, rencontre qui donc a déjà débuté. Le GGB sera opposé à l'équipe de MJCA U18 à Petit Canal. Samedi 23, suite donc de cette troisième journée, 19h, BMBC U18 face à l'autre équipe du BMBC, donc un duel bimaousien au gymnase Valère-Lamy. 19h toujours, ABBG sera opposé au Moule Basket à Goyave. Et pour clôturer donc cette troisième journée, dimanche à 17h, le Signe Noir sera opposé à l'USR. La rencontre aura lieu à Baïf. Un mot donc sur le classement. Donc la MJCA occupe donc la première place avec 6 points, mais les filles, les abimiennes comptent un match en plus pour le moment. Le BMBC U18 contre 4 points, la BBG 4 points et le GGB compte 3 points. Voilà pour notre page basket. On va maintenant se tourner vers notre invité du jour, Mehdi Voitier. Rebonsoir. Rebonsoir, Séverine. Alors, on est là ce soir pour parler de votre défi qui aura lieu donc ce week-end. Oui. Donc justement, est-ce que vous pouvez nous représenter votre défi et nous dire du coup en quoi ça va consister durant ces 2 jours, votre objectif? Alors déjà merci pour l'invitation, Séverine. Et, donc ce défi, c'est la deuxième édition des défis de Mehdi. Ça sera un tour de Guadeloupe contre l'obésité. Donc demain matin, départ 5h30 au Vélodrome de Gourdeliane. Tour de la Basse-Terre par Sainte-Rose, direction de Basse-Terre, retour par Petit-Bourg. Et dimanche matin, départ à Anse-Bertrand, direction de Pointe-des-Châteaux par la Grande Vigie, Porte d'Enfer, le Moule. Et retour par Sainte-Anne, Gosier, Pointe-à-Pitre, Mornalo, pour arriver au camp militaire à Anse-Bertrand. Très bien, un programme très intéressant pour ces 2 jours. Donc justement, vous disiez au départ, donc c'est la deuxième édition, la première édition des défis de Mehdi. Donc du coup, qu'est-ce que vous avez réalisé comme challenge? C'était 300 km entre Paris et Chartres. Donc c'était le 5 décembre 2020 et j'ai parcouru 300 km à vélo avec mon ami Arnaud, qui devait venir pour la deuxième édition, mais qui n'a pas pu par rapport aux conditions sanitaires. Et c'est à peu près le même, c'est le même challenge, hein, c'est juste la deuxième édition. Donc je l'ai fait en métropole et je voulais le refaire chez moi parce que l'obésité frappe sévèrement en Guadeloupe. Vrai. Et donc, c'est un peu ça que je vais faire ce week-end. C'est un peu mon programme du week-end. Très bon week-end. D'autres personnes ont d'autres intérêts, d'autres centres d'intérêt. Vous, c'est de faire donc, le tour de Guadeloupe en vélo sur 2 jours. Oui. Par rapport à votre premier défi, donc vous disiez que vous l'aviez réalisé donc, en décembre, c'est ça? Oui. Les conditions ne sont pas tout à fait les mêmes au niveau des températures. Donc, du coup, comment vous avez articulé votre préparation pour pouvoir réaliser ce défi ce week-end? Alors, le défi n'est pas le même. Enfin, les conditions ne sont pas les mêmes par rapport à la météo, mais par rapport au relief, la difficulté se compense. Parce que là, la Basse-Terre, tout le monde connaît. Hein? Donc, voilà, l'estomac Frédéric, Baillargent, tous les petits raidillons entre Des et Basse-Terre, et ensuite pour rentrer. Donc j'ai eu une préparation sur 4 semaines. Donc clin d'œil à Jean-Pierre Matou parce que c'est mon entraîneur, c'est lui qui me donnait les entraînements. Frédéric Boudillon aussi, kiné, et Arlette, j'en vois un gros bisou à Arlette de Petit-Bourg, elle sait pourquoi. Et donc 4 semaines de préparation. J'ai eu un peu de fatigue au bout de la 2e semaine.
Donc la 3e semaine, j'ai récupéré. Et là, cette dernière semaine, c'était déjà trop tard pour aller faire de trop gros entraînements. Mais j'ai quand même pu gérer. Et on a un clin d'œil à Eurydice aussi et Guillaume. Toute l'équipe qui me soutient. Eurydice, diététicienne, qui nous a donné de bons conseils. Et Guillaume qui va faire le défi avec moi. Et mon père, Nicole Voitier, qui m'a suivi, qui me suit à fond dans la préparation, dans l'alimentation, tout ça. Donc voilà pour la préparation. Ça demande donc quand même beaucoup de sacrifices, un investissement. 4 semaines de préparation, c'est pas rien. Donc justement le programme sur les semaines, donc vous faisiez à peu près combien de kilomètres par jour? Donc est-ce que vous avez réalisé en fait au moins en découpé chaque on va dire votre parcours en entier sur plusieurs jours, ou est-ce que non, c'était vraiment plus faire un nombre de kilomètres qui était important sur votre programmation? Donc c'était prévu de faire le défi, le parcours du défi, mais ça devait se faire la semaine où j'étais fatigué, donc je me suis reposé. Et non, je n'ai pas fait finalement, je n'ai pas eu le temps. Mais j'ai eu une préparation sur le nord de la Ganter qui a été assez conséquente. J'ai un challenge en cours qui est le challenge de gainage. Donc c'est 10 minutes de gainage matin, 10 minutes le soir. D'accord. Donc là, cette semaine, j'ai fait seulement 10 minutes le matin pour ne pas trop taper dans mes réserves. Et donc pour la préparation, ça m'emmène à faire un clin d'œil à l'univers du vélo qui sponsorise l'événement en me passant un vélo. Donc merci les gars pour le boulot, les réglages, tout ça. Et j'ai commencé ma préparation sur un VTT. Donc ça m'a permis d'aller bien en profondeur. Et aujourd'hui, je sens la différence parce que j'ai un très bon vélo. Donc merci encore les gars. C'est bien de voir que justement dans ce genre de cause, on trouve du soutien, on trouve bien sûr des partenaires qui vous accompagnent, des personnes du coup qui s'investissent aussi à vos côtés pour pouvoir permettre que vous puissiez réaliser votre défi et aussi mettre en lumière aussi cette lutte, le combat que vous menez. Oui, là, je fais un clin d'œil du coup à Laurent Bernard et la boulangerie du sportif à Anse-Bertrand parce que c'est un partenaire qui me soutient aussi pour sur les 2 jours. Autolagon UVN avec Philippe Palmiste parce que tout de suite il m'a soutenu. Frédéric Théobald aussi avec le comité. Et Jean-Pierre Matou, comme je disais, Cédric Tell, Frédéric Gombeau-Saint-Onge, il y en a plein des du coup, effectivement, c'est ça. Rony Béral et Pascal Abator, Pascal Abator, Canal 10, Chicanos, bien évidemment, parce qu'ils m'ont donné de la visibilité. Et Aude Fraise Sucrée, je vous invite à aller sur son Instagram, Fraise Sucrée Paris. Qui va gérer le compte Instagram tout ce week-end. Pix Your Life sur Instagram, sponsor aussi. Et tous les gens qui me soutiennent. Mon père qui est là à l'entraînement, il est à fond. C'est une source de motivation. Ah oui, il est à fond. Pour ne pas lâcher. Ma mère qui prépare le repas. Et qui me soutient également, et mes 2 sœurs qui seront là, et tous les gens, toute la team Greatness Academy qui est là aussi avec moi et qui prépare dans l'ombre tout ce qu'il y a autour, et tous ceux qui me soutiennent. Donc
voilà, je suis pas tout seul et je suis bien. Tant mieux. Bien Pour encadré. réaliser un tel défi, il faut être encadré. Alors, justement, donc comment ça va se dérouler sur le parcours? Quelle organisation, du coup, sera mise en place pour que vous puissiez faire votre parcours en toute sécurité et pouvoir donc manger des kilomètres et déjà faire votre parcours sur Basse-Terre demain et puis dimanche sur la Grande Terre? Alors, il y a l'autolagon UVN qui m'accompagne avec une voiture. Et il y aura ma mère dans une autre voiture. Mais je tiens à préciser que je reçois encore des messages, des gens qui veulent s'inscrire, qui veulent participer. On ne peut pas. On ne peut pas avoir une caravane, un J'allais vous peloton, poser la question. parce qu'on n'a pas les autorisations. On n'a pas les D'accord. autorisations. Donc demain et dimanche, c'est pas possible qu'on soit une centaine à rouler. Je l'avais déjà dit, mais je le redis, parce que je reçois encore des messages avec des demandes Mais après, éventuellement, est-ce que les gens peuvent vous suivre? C'est-à-dire que, bon, s'il y a peut-être 2-3 personnes qui veulent se mettre au bord de la route pour vous encourager, est-ce qu'il y aura peut-être un moyen de savoir à quel niveau vous êtes pour pouvoir éventuellement vous encourager au bord de la route? Bien sûr, alors c'est là où c'est ce que j'allais dire. Pour me suivre et pour m'encourager, donc Instagram, le-made, je serai en live quasiment toute la journée. Il y a un groupe WhatsApp qui va être fait aussi, donc je vais mettre ma géolocalisation. Je vais publier encore ce soir sur mon Instagram et dans ma story WhatsApp les points de ravitaillement, donc je les donne. Sortie du bout de Pointe-Noire, premier ravitaillement demain. Deuxième, Rivière-Sens, sortie de Basse-Terre. Après, on rentre. Mais sur la route, les gens peuvent se poster en sécurité. Pas d'entrave à la circulation, parce que c'est moi qui aurai tous les problèmes. Oui, c'est ça, puisqu'il n'y a pas... C'est vous qui êtes organisateur, entre guillemets. C'est moi qui aurai tous les problèmes. Donc, c'est pas une manifestation, c'est un défi pour communiquer et sensibiliser sur l'obésité. Ok, donc que tout le monde voit que voilà, je pesais 180 kilos. Aujourd'hui, je suis capable de faire un tour de la Guadeloupe à vélo pour que, à leur tour, ils puissent prendre espoir et se prendre en main et se dire que c'est possible. Ok, on aura l'opportunité, je donne déjà la date, le 18 avril, dimanche 18 avril 2021, bien sûr en fonction de l'évolution de la crise sanitaire, en partenariat avec Autolagon UVN, le comité cycliste avec Frédéric Théobald et la région et le département. Bon, voilà, ce sera bien carré, bien structuré. Tout le monde, tous les gens qui veulent pourront participer à vélo, à pied, parce qu'on va faire ça sur un endroit sécurisé. Il y aura des stands, enfin, on va faire ça bien comme il faut. Mais demain et dimanche, moi, je ne peux pas prendre cette responsabilité parce qu'on n'a pas les autorisations, on n'a pas on a une organisation, hein. On a pompiers, infirmiers, voilà. On a du staff, on a un peu de matériel de rechange, mais pas pour recevoir et pour gérer un peloton, quoi. Donc, ceux qui font leur entraînement et on se croise. Pourquoi pas? Donc, oui, on peut faire 5-10 km ensemble, il n'y a pas de problème. Mais que chacun prenne ses responsabilités, moi je ne pourrais pas assumer la responsabilité de quoi que ce soit. Vous avez parlé donc justement du fait que vous pesez 180 kilos et qu'aujourd'hui vous en pesez moins. Je ne vais pas vous demander combien vous pesez. 98 kilos. Ah, très bien. Et justement, ça s'est fait en combien de temps? Justement cette transition, qu'est-ce qui vous a en fait, quel a été le déclencheur? Qu'est-ce qui a fait un jour vous êtes dit bon ben non, là c'est trop, il faut que je fasse quelque chose? Alors ce process a duré 3 ans. 3 ans, en août 2018, j'arrivais en France et je rééquilibrais mon alimentation. Je commençais le sport
sport parce que j'étais chauffeur routier aux États-Unis, entre le Canada et les États-Unis. Donc j'avais un mode de vie complètement sédentaire. Et en arrivant en France, j'étais toujours chauffeur routier, mais j'allais travailler à vélo et je rentrais à vélo. Donc j'avais une alimentation vraiment très saine. J'ai jamais autant mangé de brocoli de ma vie quand je suis arrivé en France. Et aujourd'hui, le brocoli est mon meilleur ami parce que c'est vraiment. C'est difficile, hein, mais bon. C'est vraiment quelque chose de bon. Et donc en rééquilibrant mon alimentation, d'abord, j'ai eu des résultats et ensuite avec le sport. Donc en 2019, septembre 2019, je fais une sleeve gastrique, coupe longitudinale de l'estomac à la Pitié-Salpêtrière avec tout le suivi, toute la préparation, et je fais un clin d'œil au CSO de Pointe-à-Pitre qui prend en charge les personnes en surpoids et qui veulent se faire opérer avec le docteur Lalanne, ainsi que Madame Négrite avec l'association Zérouvet, Yemouna aussi, TEP, Tout est possible, qui sont dans la même démarche. Donc, cette opération m'a permis d'aller vraiment chercher une perte de poids assez conséquente. Après, il y a eu un moment où j'ai stagné et j'étais obligé de reprendre une activité sportive parce que l'une des conséquences de cette opération est que la masse graisseuse chute, mais la masse musculaire aussi. Donc, pour conserver le tonus musculaire, je me suis lancé un challenge qui s'appelle Made 365 Days Challenge, qui est sur ma page Instagram, qui était de faire 10 minutes minimum de sport tous les jours pendant 366 jours consécutifs. La date d'échéance était le 18 janvier, donc lundi dernier, date de mon anniversaire. Je l'ai relancé et c'est reparti pour 365 jours. Très bien. En tout cas, un petit mot aussi avant de vous laisser partir. Vous faites ce défi avec Guillaume Arnez. Oui. Guillaume, qu'on a eu aussi l'opportunité de recevoir dans Sport 10, qui lui était diabétique, qui est diabétique et qui était donc en surpoids et également a perdu du poids et a réalisé son défi il y a quelques semaines. Donc, c'est aussi ce soutien aussi qui existe entre sportifs, justement, qui permet de vous accompagner, d'être à vos côtés, de montrer aussi que lui aussi, il tient à soutenir votre cause. Oui, bien sûr, parce que Guillaume a ramené toute l'équipe, Frédéric Boudillon, Kiki Belmont, merci, merci, parce que quand Kiki Belmont a vu ma vidéo, ça s'est déclenché avec Frédéric Boudillon, Guillaume Arnez, Eurydice et tout. Mais Guillaume, c'est une machine parce qu'il n'a pas fait beaucoup de vélo. Non. Il n'a pas fait beaucoup de vélo. C'est une machine, déjà par le fait qu'il a accepté de faire le défi avec moi. Donc voilà, mais c'est un combat, il mène aussi un combat. Et mon père qui est à fond. Il est à fond, il est sérieux. Il est carré dans sa préparation, alimentation, tout ça. Et Arnaud aussi, je leur fais un clin d'œil. Arnaud et Ange qui devaient venir, qui ont perdu énormément de poids, eux aussi, grâce en pratiquant du vélo, mais pas que. Et donc, je suis vraiment bien entouré avec des gens vraiment bienveillants et merci, gratitude infinie pour tous ces gens-là et tout l'encourage et tout l'engouement que crée ce défi. Merci en tout cas, Mehdi. On vous souhaite beaucoup de courage pour ce week-end. Donc, j'espère que vous avez toutes les infos pour suivre Mehdi. N'hésitez pas, suivez-le sur son Instagram, pas sur la route. Et en tout cas, si vous voulez l'encourager, mettez-vous au bord de la route, mais ne faites pas une caravane parce que bien sûr, il n'en a pas besoin. Il l'aurait aimé, mais en termes d'organisation, c'est compliqué. En tout cas, essayez d'être le plus respectueux de sa volonté et puis soutenez-le, accompagnez-le et suivez son défi durant tout le week-end. Voilà, en tout cas, merci encore. Et nous, bien sûr, on vous suivra et on donnera, bien sûr, en espérant que vous réalisiez votre défi avec brio. Merci, Sam.
Voilà, donc le week-end dernier avait lieu la première étape de la Coupe de la Guadeloupe de surf organisée par les Pirates Surf Club. Retour sur cette compétition qui a remporté un grand succès auprès des surfeurs en manque de compétition. Un reportage de Vianney Valverde. Notre première édition, c'est la première compétition qu'on organise. Le club est très jeune, à 1 an. Et donc, on est content de cette première édition. Plein de monde. Après cette crise, peu de compétition. Donc, tous les jeunes très contents. Tout le monde était là, les parents. Donc, c'était super. Ce qui est bien particulière, c'est la Coupe de Guadeloupe. Donc minime, benjamin, cadet, ondine, junior. Donc, toutes les catégories. Et c'est un classement national qui comptera sur la fédération et pour la qualification pour les championnats de France. Les conditions s'amélioraient du long de la journée, du coup c'était une très très bonne journée ici à la voile et ça fait plaisir. J'ai fait pas mal de bons résultats étant junior, dont championne du monde et vice-championne du monde et aussi championne de France et championne d'Europe. Là je retourne à Saint-Barth pour ensuite commencer ma saison de compétition sur l'année WQS. On est vraiment beaucoup en Guadeloupe à faire le tour ensemble et il y a du très gros niveau. Je suis même surpris d'être arrivé à la première place. Donc voilà, c'est une bonne chose et c'était cool, on s'est bien amusé entre potes. Essayer de repartir dans les WQS dans le monde entier, mais avec le Covid c'est pas facile. Il y a eu pas mal de compètes annulées déjà cette année et du coup on attend patiemment et voilà. En attendant, pourquoi pas un peu travailler et voilà. Ça dérange pas, c'est des petites vagues de vent, on s'amuse toujours. Aujourd'hui je crois qu'on était 50, sur tout le week-end on était une centaine. Donc super première édition et on est très content avec le club et très fiers de faire profiter la communauté. On passe maintenant au football et la 13e journée de championnat de régional. Donc 13e journée avec donc la poule A, la Gauloise, une journée donc qui commence ce soir. La poule A, donc la Gauloise qui sera opposée à la Solidarité scolaire. La rencontre aura lieu à Vieux-Habitants à 20h30. Suite donc de cette 13e journée, demain à 15h30, la Juventus de Sainte-Anne sera opposée à l'Arsenal Club. La rencontre aura lieu à Sainte-Anne. Le CSM sera opposé au Club Sport. La rencontre aura lieu au Moule à 20h. Et à 15h30 dimanche, pour clôturer la journée, la S Gosier sera opposée donc au stade Lamantinois. Exempt donc dans cette poule, l'Amicale. Vous voyez également donc sur la gauche de l'écran le classement de cette poule A. On passe à la poule B. Donc ce soir également 20h30 au Moule, le Cerfa sera opposé donc au Dynamo. Demain, suite de cette 13e journée dans la poule B, 15h30 à Sainte-Rose, l'USR sera opposé au Phare. 20h à Vieux-Habitants, le Racing Club va recevoir l'USBM. Et dernier match, aux Abîmes, la Jeunesse Évolution qui sera opposée donc au Red Star. L'affiche donc de cette 13e journée dans la poule B sera exempt la JSVH. Un petit coup d'œil également sur le classement sur la gauche de votre écran. On passe bien sûr et on revient vite fait sur le classement donc de la poule A et de la poule B. Voilà. On finit donc avec le handball. Ce week-end, on joue la 6e journée de championnat. L'excellence masculine, vendredi donc 20h30, l'USR sera opposé à la Gauloise. La rencontre aura lieu à Fouillol. Le samedi 23 à 20h30, la JSRA sera opposée à l'Étoile de Morne-à-l'Eau. La rencontre aura lieu à Fouillol également. La ZUP sera opposée au Club Sport à Valère-Lamy à Bémao. Et à 17h30, l'Intrépide sera opposée à Zayonla à Petit Canal. Au niveau de l'excellence féminine, samedi 23 à 16h, l'Intrépide sera opposée au Zayonla à Petit Canal. 18h30 AZUP contre Caps Hand à Valère-Lamy à Bémao et 18h30 JSA Étoile de Morne-à-l'Eau à Fouillol. Et donc on finit sur les images donc de la Coupe Région Guadeloupe qui avait lieu le week-end dernier au Hand. Et donc je vous propose de revivre quelques instants cette finale avec les rencontres masculines et féminines et bien sûr la remise de trophées. 2-4. 2 joueurs avancés, 4 joueurs qui sécurisent la base.
Et tout de suite, le ballon qui traîne mais qui est conservé et qui finit au fond des filets pour l'Intrépide. Pendant que les joueurs essayaient de gratter le ballon, ils le récupèrent, ils passent au-dessus. Bien joué. Le ballon qui circule autour. On profite du bloc du pivot pour provoquer la défense et trouver à l'opposé. Non. Gary Garçon qui reçoit de la part de la vice-présidente cette coupe de la région Guadeloupe, et on voit que tous les joueurs sont concernés, ils ont tous tout donné pour cette coupe. Ils peuvent recevoir leurs félicitations car ce fut une grande partie ce soir. 15, 13. Et l'Étoile, quelle occasion de garder ses chances pour cette finale. La passe un peu compliquée pour le pivot. Allez, on essaie d'empêcher la montée de balle. Zaina qui prend son temps, c'est eux qui mènent la danse. Varda, elles auront mérité de recevoir cette coupe. Mesdames et messieurs, l'Étoile de Morne-à-l'Eau. Voilà, c'est fini pour Sport 10 pour ce soir. Passez un bon week-end sportif. N'hésitez pas à vous rendre, bien sûr, dans les différents rendez-vous de ce week-end. Et nous, on se dit rendez-vous dans 2 semaines, pas de Sport 10 la semaine prochaine, pour un nouveau numéro. D'ici là, passez, comme je vous l'ai dit, un excellent week-end et à très très bientôt. Bonne soirée. Walking